Alors peut-être que vous avez vu passer tout ça ces dernières heures, la Russie et l'Ukraine se seraient mis d'accord pour mettre fin au combat en mer Noire, c'est ce qu'ont annoncé les États-Unis ce mardi. Alors c'est une annonce certes majeure, mais attention, au-delà des effets d'annonce, elle est essentielle à comprendre et à analyser, car elle cache en réalité de nombreuses nuances. C'est donc l'occasion de faire un point plus large sur la question de ce cessez-le-feu qui est en discussion entre les deux pays, mais qui finalement pour l'instant n'est toujours pas mis en place. Alors qu'est-ce qui bloque? Que se passe-t-il? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Après plusieurs jours de discussions en Arabie Saoudite, où l'Ukraine et la Russie ont échangé indirectement, dans le sens où d'un côté les États-Unis échangeaient avec la Russie et en parallèle les États-Unis échangeaient avec l'Ukraine, bien les États-Unis ont donc annoncé avoir un accord de principe entre les deux pays. Alors de quoi parle-t-on ici? Déjà, on en parlait la semaine dernière, les présidents américains Donald Trump et russe Vladimir Poutine avaient convenu lors d'un échange téléphonique d'une trêve de 30 jours, potentiellement prolongeable. Mais en l'occurrence, attention, on ne parlait pas ici d'une trêve générale ou d'un véritable cessez-le-feu. Plus précisément, en fait, ils avaient évoqué une trêve en matière de frappe sur des infrastructures énergétiques, que ce soit en Ukraine et en Russie. Ça concerne donc des raffineries, des gazoducs ou encore des centrales électriques. Ça, c'est donc le premier point de cette trêve et de cet accord potentiel. Un arrêt des frappes sur les infrastructures énergétiques. Le deuxième point, et là c'est la petite nouveauté qui est tombée ces dernières heures, il prévoit l'arrêt des combats entre la Russie et l'Ukraine en mer Noire, qui est donc située au sud de l'Ukraine. Concrètement, les deux pays s'engageraient à garantir la sécurité du passage des navires commerciaux et à stopper les attaques dans cette zone. En fait, il faut savoir que depuis le début du conflit, la mer Noire, c'est véritablement un territoire stratégique pour les deux armées. Bon, déjà d'un point de vue économique, les ports de la mer Noire sont absolument essentiels pour l'exportation des céréales et des produits agricoles, et ça constitue une source majeure de revenus pour l'Ukraine et pour la Russie. Parce que oui, rappelons que la Russie a elle aussi accès à la mer Noire. Ça, c'est donc la dimension économique qui est importante pour les deux pays, mais d'un point de vue militaire, il faut aussi comprendre que c'est une zone qui est véritablement le théâtre d'opérations navales et où les deux pays cherchent à protéger donc ses intérêts stratégiques, notamment d'un point de vue économique. Et récemment, par exemple, on a pu observer que la flotte russe était en difficulté face à des attaques de drones navals ukrainiens. Cet accord donc de trêve, sur le principe, ce n'est donc pas un accord de cessez-le-feu complet ou d'arrêt complet des combats, ce serait simplement pendant 30 jours, un arrêt en mer Noire et un arrêt sur les infrastructures énergétiques. Mais ça c'est la théorie, puisque en pratique, je vous le disais donc, cet accord, il n'a été signé par aucun des deux pays pour l'instant. Rien n'a été officialisé, rien n'a été signé. Autrement dit donc, il faut faire très attention aux effets d'annonce ou juste s'arrêter au titre d'article que vous pouvez voir passer. Il y a beaucoup de réserves à avoir là-dessus. Bon, déjà, ce qu'on peut noter, c'est que la Russie s'est plaint de frappes ukrainiennes dans l'une de ses régions. Des frappes qui auraient visé, selon la Russie, des infrastructures énergétiques. Et en face, côté ukrainien, on accuse aussi la Russie d'attaques nocturnes sur des infrastructures civiles et énergétiques. Alors, en soi, on l'a dit, l'accord il n'a pas encore été signé, mais on voit donc à quel point il pourrait être fragile. Mais surtout, et c'est là le point le plus important, pour appliquer et réellement signer cette trêve, la Russie exige un certain nombre de conditions, à commencer par la fin des restrictions sur l'exportation de ces céréales. En fait, depuis 2022 et depuis l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, il y a plusieurs sanctions internationales qui limitent les exportations russes en matière de produits agricoles comme le blé ou encore l'orge. Par exemple, l'Union européenne a sanctionné certains navires transportant des céréales russes en interdisant à ces navires l'accès aux ports européens. Elle a aussi imposé des taxes élevées sur les produits agricoles russes. Et on peut aussi noter, c'est peut-être l'un des points les plus importants, que un certain nombre de banques russes ont été exclues du système de messagerie financière SWIFT. Et donc ça a entravé des transactions internationales, notamment d'un point de vue agricole. Face à tout cela, la Russie, pour signer cet accord, elle réclame donc la reconnexion de certaines, alors pas toutes, mais tout de même certaines banques russes au système SWIFT. C'est le cas notamment de la Banque agricole russe. Plus largement en fait, elle déclare souhaiter la fin de sanctions sur les exportateurs agricoles qui viennent de Russie. Alors là-dessus, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde contre une tentative de manipulation russe, accusant la Russie de vouloir déformer les accords et tromper les médiateurs et le monde entier. Mais là où c'est important et intéressant à noter, c'est que les États-Unis restent assez flous sur ce sujet, mais tout de même, ils semblent aller un petit peu dans le sens de la Russie.
Russie. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, les États-Unis devraient aider, je cite, à rétablir l'accès de la Russie au marché mondial pour ses exportations de produits agricoles et d'engrais. Autrement dit donc, elle semble plutôt favorable à ce genre de choses. On n'a pas encore évidemment donc le retour de l'Ukraine qui de son côté semble beaucoup moins favorable. Pourquoi est-ce que l'Ukraine y est défavorable? Parce que ça marquerait un premier pas d'allègement des sanctions sur l'économie russe et ça montre donc d'ailleurs une divergence majeure entre d'un côté les États-Unis et l'Union européenne. Là où les États-Unis se rapprochent de la Russie ces derniers jours, c'était le sujet de nos actus du jour en ce début de semaine, je vous renvoie à la vidéo là-dessus. Et bien du côté de l'Union européenne, on souhaite davantage maintenir ces sanctions, donc il y a une vraie divergence qu'on observe aujourd'hui. Bon, au passage, ce qu'il faut quand même noter là-dessus, c'est que les États-Unis ne pourront pas décider tout seuls sur certaines de ces mesures. Par exemple, pour reconnecter certaines institutions bancaires russes à SWIFT, eh bien il faut aussi l'accord des Européens, car c'est un système basé en Belgique et donc soumis aussi aux lois européennes. Autrement dit, il faudra voir les réactions du côté européen dans les prochaines heures. Mais ça me paraissait essentiel aujourd'hui de vérifier factuellement ce qu'il en était sur cet accord et sur ce soi-disant cessez-le-feu ou cette trêve. Alors oui, effectivement, il y a des discussions, il y a même des avancées, c'est ce qu'ont déclaré les deux parties et les deux côtés. Mais en même temps, l'accord n'a pas été signé, il y a donc ces réserves importantes. On suivra en tout cas tout ça. On peut noter au passage que Zelensky est reçu à l'Elysée ce mercredi soir. Il est d'ailleurs, on peut le noter, l'invité de France 2. On suivra donc tout ça. Au passage, pour tous ceux qui apprécient nos interviews, sachez qu'on a publié une nouvelle interview aujourd'hui. C'est une interview de Fatma. Fatma, c'est la sœur d'un djihadiste qui a été tué il y a quelques années. Dans un livre paru récemment, elle raconte l'enfer qu'elle a vécu et cette enfance et cette jeunesse donc sous la peur de la violence. C'est un témoignage qui est très dur mais très important et il est disponible sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. Je vous mets le lien du coup en description et c'est aussi désormais disponible en version podcast. Donc si vous tapez Hugo Décrypte, eh bien vous avez directement sur notre podcast, sur Spotify, Apple Podcast, etc. les actus du jour et en même temps sur le même podcast, eh bien ces interviews. Merci en tout cas pour vos retours. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Plusieurs centaines de Palestiniens ont manifesté ce mardi à Beit Laïa dans le nord de la bande de Gaza pour réclamer la fin de la guerre entre le Hamas et Israël. Selon plusieurs médias, certains manifestants ont tenu des propos anti-Hamas avec des slogans comme le Hamas dehors ou encore Hamas terroriste. Des manifestants s'en seraient également pris aux médias, y compris le média qatari Al Jazeera, affirmant qu'ils ne couvraient pas leurs manifestations. Il faut savoir que ce type de manifestation est assez rare puisque le Hamas réprime régulièrement les personnes qui ne sont pas d'accord avec sa politique. Selon certains témoins, des membres des forces de sécurité du Hamas en civil ont d'ailleurs dispersé la manifestation. Israël, de son côté, appelle régulièrement les Palestiniens de Gaza à se rebeller contre le Hamas, qui est au pouvoir sur le territoire depuis 2007. Cependant, il reste aujourd'hui compliqué d'évaluer le soutien réel de la population au Hamas, qui reste la principale organisation politique palestinienne avec le Fatah, le parti du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Deuxième actu, en Turquie, plus de 1400 personnes ont été arrêtées depuis le début d'importantes manifestations dans tout le pays il y a 6 jours. On vous en parlait en début de semaine, la Turquie fait actuellement face à d'importantes contestations suite à l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, le principal rival du président turc Recep Tayyip Erdogan. Le maire, qui est actuellement suspendu de ses fonctions, est incarcéré pour corruption depuis dimanche dernier. Selon lui et ses partisans, il s'agit d'accusations sans fondement et d'un coup d'État politique dont le but serait de l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2028. De son côté, la France a demandé ce mardi sa libération et a appelé la Turquie à se comporter, je cite, comme un grand partenaire démocratique. En tout cas, 7 journalistes ont aussi été incarcérés. Un photographe de l'AFP a notamment été interpellé et est accusé d'avoir participé à un rassemblement illégal, ce qu'il dément en affirmant n'avoir fait que couvrir les manifestations. Le patron de l'AFP exige sa libération. Troisième actu, ça concerne la mort du petit Émile, puisque les gardes à vue des grands-parents de son oncle et de sa tante ont été prolongés et se sont donc poursuivis ce mercredi. Ils ont été interpellés ce mardi pour homicide volontaire et recel de cadavres dans le cadre de l'enquête ouverte après la disparition d'Émile dans le Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence, en juillet 2023. Ces ossements avaient été retrouvés 9 mois plus tard. Selon le procureur de la République d'Aix-en-Provence, ces placements en garde à vue ont pour but de vérifier et de confronter certaines pistes recueillies lors des investigations réalisées ces derniers mois, alors que les raisons de la disparition du petit Émile n'ont toujours pas été découvertes. Quatrième actu, plus de 12 000 Français se sont portés candidats pour intégrer la réserve nationale depuis le début de l'année, selon le ministère des Armées. La réserve nationale est composée de réservistes qui apportent donc un renfort temporaire aux forces armées, que ce soit pour la protection de la France ou dans le cadre d'opérations à l'étranger. Et donc selon le ministère, 7 500 des 12 000 nouveaux réservistes ont déposé leur candidature sur le site de la réserve nationale après l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron le 5 mars dernier. Alors même si tous les candidats n'ont pas encore reçu de réponse, le nombre de candidatures
est 5 fois plus important en seulement 3 mois que sur l'ensemble de l'année dernière. Aujourd'hui, la France compte donc 84 000 réservistes. Cinquième actu, la France comptera 70 millions d'habitants d'ici à 2040, malgré un recul historique de la natalité, une croissance essentiellement portée par l'immigration, selon une étude publiée ce mercredi par l'INED. En gros, les Français font de moins en moins d'enfants, ce qui, à terme, risque de faire baisser la population française, mais pour autant, le nombre de personnes qui entrent en France et le nombre de personnes qui en partent va venir équilibrer la population jusqu'en 2040. Et ça, c'est si la tendance migratoire actuelle et le taux de fécondité gardent le même rythme. Alors, on pourra pas rentrer dans tous les détails, mais il faut savoir que c'est important qu'une population reste stable, car si elle vieillit trop sans se renouveler, ça peut notamment réduire le nombre de personnes qui travaillent et ralentir toute la croissance économique du pays. C'est notamment ce qui se passe actuellement au Japon ou encore en Corée du Sud. Sixième actu, les règles du permis de conduire vont évoluer en Europe. Parmi les nouveautés, le permis numérique, donc sur smartphone, devrait devenir, je cite, la forme privilégiée dans l'Union européenne d'ici 2030. Un examen médical sera aussi mis en place avant d'obtenir le permis. Autre mesure, c'est déjà le cas en France, mais le permis devra être renouvelé tous les 15 ans pour les voitures et les motos dans toute l'Europe. Par contre, il devra être renouvelé tous les 10 ans dans les pays où il est utilisé comme carte d'identité, comme c'est le cas en France donc. Alors cet accord doit encore être voté définitivement, mais comme le Parlement européen, l'une des principales instances de l'UE, a réussi à trouver des compromis, il y a de très grandes chances que ça puisse entrer en vigueur. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Et on termine avec cette actu, le quotidien L'Équipe a dévoilé ce mercredi le classement des footballeurs les mieux payés du championnat de France de Ligue 1 en comparant leur salaire mensuel brut. Les 12 joueurs les mieux payés de Ligue 1 appartiennent au PSG. Dans l'ordre, les 3 premiers sont Ousmane Dembélé avec 1 500 000 € brut mensuels, suivi de Marquinhos avec 1 120 000 € brut, et ensuite Lucas Hernandez et Achraf Hakimi avec 1 100 000 € par mois. En dehors du PSG, seuls l'OM et l'OL apparaissent dans le top 20. Si vous voulez voir tout le classement et les méthodes de calcul, on vous met des liens en description. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Je vous le disais donc, pour découvrir notre nouvelle interview, rendez-vous sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format que je vous mets en description. C'est aussi disponible en version podcast. Je tiens à vous remercier pour votre confiance ces derniers jours. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.